Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, et si nous parlions théâtre, avec en plus un sujet passionnant en ce sens qu'il rétablit beaucoup de vérité et surtout, il donne la parole aux descendants de rescapés de la Shoah. Avant tout, avant de vous en parler en détail, je voudrais vous présenter Robert Singer, à qui je dis bonjour Robert. Oui, bonjour Monique. Frédéric Moulin. Bonjour Bonjour Monique. Frédéric. Bonjour. Alors, à rendre à Monsieur Morgenstern en cas de demande. Une pièce de théâtre écrite et mise en scène par Frédéric Oui, à deux personnages avec Sabine Pointeau, Sabine Moindreau. Moindreau, pardon. Et vous passez jusqu'à la fin janvier, jusqu'au 31, au studio Héberto, les lundis, mardis, mercredis de mémoire. C'est ça. À quelle heure, Frédéric? Lundi, mardi à 19 heures et le mercredi à 21 heures. Bien. Alors, si vous le permettez, nous allons commencer cette émission en faisant passer le trailer de la pièce. Une belle histoire à présent, celle d'un Lyonnais, ancien professeur d'anglais devenu comédien et metteur en scène. Depuis 2 ans, il remonte le temps pour retrouver les descendants d'un couple de réfugiés israélites que son grand-père a aidé entre 1939 et 1942. Le couple a séjourné plusieurs mois à Lyon. Reportage de Jérôme Jarny. Document de M. Morgenstern confié à M. Louis Moulin en 1941 ou 1942. Quel lien y avait-il entre Louis Moulin et le couple Morgenstern? Une question qui taraude Frédéric depuis 2 ans. J'ai retrouvé dans les papiers de mon grand-père des papiers appartenant à ce réfugié israélite qui venait d'Autriche. Notre famille venait de Moselle et quand les Allemands sont arrivés, ils sont descendus en mai 40, ils ont acheté une imprimerie au 46 rue de l'Université. Et là, je ne sais pas. Aujourd'hui, l'imprimerie du grand-père n'existe plus. Les Morgenstern ont séjourné à l'époque pas très loin dans cet hôtel de la rue de Marseille. Après 2 ans d'enquête, Frédéric continue donc de chercher les descendants de ce couple de réfugiés israélites. Une petite piste à Chicago, aux États-Unis, peut-être en Israël, je ne sais pas du tout pour l'instant. Voilà, comme je vous disais, mes documents s'arrêtent en 42. J'en sais pas plus. Il faut que je retrouve les descendants et que je leur rende les documents qui leur appartiennent puisque ce ne sont pas les miens. Alors Frédéric, tout démarre avec une boîte, en carton mâché ovale. Je précise ovale parce que, bon, ça va revenir. Est-elle vraiment ovale? On n'en sait rien. À vous, Frédéric. Oui, en 2018, je devais retrouver des papiers pour remonter la filiation parce que du côté Moulin, on est luxembourgeois et je devais retrouver des papiers d'identité pour justement prouver qu'on avait cette ascendance. Et au fond de la boîte de mon grand-père, que je n'ai pas connu, qui est mort en 1979, j'ai retrouvé les papiers personnels d'un certain Léopold Morgenstern et de sa famille, avec sa femme Rosa, qui étaient des réfugiés autrichiens. Après, j'apprendrai qu'ils étaient ex-autrichiens, ils étaient appelés comme ça. Et une centaine de papiers personnels, courriers administratifs, photos, documents, lettres. Et j'ai demandé à ma famille d'où viennent ces papiers et personne n'en avait jamais entendu parler. Voilà. Et il faut savoir que mon grand-père avait une réputation un peu sulfureuse puisque bon, il était alcoolique, une réputation très très négative. Mes grands-parents avaient divorcé en 55, ils avaient mis 15 ans à faire toute cette procédure de divorce et puis finalement ils sont divorcés officiellement dans la fin des années 60. Mais mon père et mon oncle n'avaient jamais entendu parler de ces papiers de Léopold Morgenstern, jamais. Et D'autant moi, que, d'autant que j'apprends dans la pièce, d'ailleurs vous vous interrogez, vous avez vécu longtemps à côté de cette fameuse boîte ovale sans vous interroger. c'est-à-dire que quand mon grand-père est mort, mon père est allé en Moselle pour récupérer justement des papiers, faire Oui. aussi des papiers administratifs. Il a ramené cette boîte et il l'a mis juste à côté de ma chambre. Et moi, je n'ai jamais, enfin, un jour, j'ai essayé de l'ouvrir, mais j'ai vu juste des papiers, et puis j'étais très très jeune, donc j'ai pas vraiment compris ce dont il s'agissait. Et c'est en 2018, donc, qu'on est allé au fond de la boîte et qu'on a trouvé les papiers de Léopold. Alors, je dois Donc, dire entre que 19 et 2018, personne ne l'avait ouverte. personne. Mais en fait, je dois dire que cette pièce, dont le sujet est très très sérieux, a également beaucoup d'humour.
Parce que Sabine, par exemple, dans une partie de la pièce, s'interroge sur quel bois, au fait, du teck, du faux teck, du vrai teck. Oui. Et je trouve que ces points d'humour apportent beaucoup à la pièce. Oui, c'est vrai que ça fait un peu des respirations parce qu'effectivement, le sujet est très, très grave. Ce qui m'intéressait de dire dans ce que vous avez cité, c'était justement les représentations qu'on a enfants, qu'on garde ou qu'on garde pas. L'histoire de la boîte ovale, moi, je la voyais ovale et mon père m'a dit elle n'a jamais été ovale. Mais c'est vraiment l'idée de reconstruire sa mémoire à partir à son endroit. En fait, c'était ça qui était important pour moi, puisque forcément, ça se prolonge aussi dans ce qu'on peut raconter, dans la mémoire qu'on peut écrire aujourd'hui sur cette période. Et ça, c'était un parallèle, je pense, important. Vous avez aussi une autre forme d'humour qui apparaît, la définition du vestibule. Oui, parce que en fait, dans cette première scène, c'est vrai que Sabine, et c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire j'ai rencontré un archiviste et il m'a dit, attention, on ne peut pas tirer de conclusions hâtives comme ça, sachez de quoi vous parlez, chaque mot a sa définition, vous avez des éléments, il va falloir les mettre ensemble, les croiser, les recouper, pour ensuite éventuellement émettre des hypothèses sur la période, sur le lien entre mon grand-père et cette famille, par exemple, qui reste toujours inexpliqué aujourd'hui. Même si maintenant j'ai retrouvé le descendant, puisque j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au-dessus de la pile de documents, il y avait cette note, document de M. Morgenstern confié à M. Louis Moulin, mon grand-père, en 1942, et dessous, à rendre à M. Morgenstern en cas de demande. Et c'est vrai que cette note, je l'ai pris comme vraiment comme une injonction. Je me suis dit, il D'autant que faut vous en que... avez fait le titre de la pièce. Oui, et c'est vrai que le titre est un peu long, c'est vrai que le en cas de demande, évidemment, émet un doute quant à leur Et qui a son sort. poids, qui a son poids. Et à son poids, parce que j'ai passé quand même des nuits entières à regarder les convois qui sont enregistrés. Et c'est vrai que Morgenstern et Singer sont des noms assez courants. Mais parfois, vous savez, dans les colonies, tout n'était pas renseigné. Il manquait la date de naissance, il manquait le lieu. Et jusqu'à pendant au moins un an, oui, pendant au moins un an, je ne savais pas s'ils avaient réussi à s'en sortir. J'ai Alors, cru pendant longtemps qu'ils avaient été déportés. alors, maintenant, je vais m'adresser à Robert, donc Oui. le petit-fils de Léopold. Mhm. Robert, comment avez-vous entendu parler de vos grands-parents dans la famille? Vous et Suzanne, votre sœur, bien sûr. On avait naturellement contact avec mon grand-père lorsque mes parents s'étaient réfugiés de l'Autriche, en passant par Lyon, ensuite par la Suisse, euh, et, et par la suite à Nice. À partir de 1962, on était à Nice. Et naturellement, mon grand-père venait de temps en temps visiter sa fille, ma mère, euh, qui habitait là-bas. Et c'est comme ça qu'on avait toujours contact, hein, qui était pas un il était très fort le contact, mais malheureusement pas souvent. Est-ce qu'il vous parlait de cette période, justement, cette période très difficile des années 40? Est-ce qu'ils vous en ont pas, est-ce que votre grand-père vous parlait de cette période ou est-ce que vos parents, votre mère vous en a parlé? Qu'en avez-vous retenu avant les recherches de Frédéric et avant la remise de tous ces documents? Ah ben, il faut dire que j'ai vécu avec ça parce que mes parents parlaient souvent de cette période devant moi et ma sœur et mon frère. Et naturellement, ça nous touchait chaque fois et ça nous a suivis pratiquement toute la vie jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça quand j'ai entendu où j'ai vu la première fois des photos de mes grands-parents euh, par YouTube, je me suis dit c'est pas possible que quelqu'un fasse une pièce autour de notre famille. Et c'est comme plus tard, bon, Frédéric a trouvé le chemin vers moi et depuis là, on a un très, très bon contact et qui fait plaisir. Mais les périodes depuis 1942 jusqu'à ce que mes parents soient retournés en Autriche en 1962, c'est-à-dire 20 ans plus tard, n'ont pas été faciles. Parce que mes parents, quand ils sont arrivés en Suisse comme réfugiés, ils se sont retrouvés de suite dans un camp de travail
mon père, et ma mère n'a pas dû aller dans le camp parce que ma sœur était trop petite hein, à cette époque. Hein. Elle avait 2 ans à peu près. Et, et mon père était le seul du camp de travail pouvant sortir du camp le week-end parce il avait étudié et docteur de philosophie et il travaillait dans le bureau. C'était le seul. Les autres travaillaient naturellement à l'extérieur, faisaient des travaux assez lourds. Et c'est comme ça, un week-end, un bon week-end, j'ai été créé, disons, quand mon père sortait du camp de travail, a retrouvé ma mère qui habitait dans le village à côté. Et c'est comme ça que je suis venu. Comme on dit, vous êtes un vrai Suisse, Robert. Vous avez Oui été et non, conçu en Suisse. vous savez quoi, je suis né là-bas, mais j'ai toujours, toute ma vie, été étranger. Parce que en Suisse, lorsque vos parents sont étrangers, vous êtes aussi étranger, pas suisse. Ah Hein, si oui, mes parents étaient autrichiens, j'étais autrichien. J'ai dû plus tard, beaucoup plus tard, m'acheter la nationalité suisse, j'ai dû la payer. Quand je suis parti à Nice, quand j'étais à Nice, j'étais aussi un étranger, j'étais autrichien, et puis je devais toujours cacher la provenance de mes parents. Des camarades qui me demandaient pourquoi vous parlez allemand à la maison. Mes parents, hein, mes parents parlaient toujours allemand et nous, on oui. répondait en français. Et, et je ne savais pas quoi dire, vous savez, c'est difficile. Hein, on ne voulait pas montrer on était juifs Ouais, ouais. et le problème qui pouvait s'en Quelle sortir. période, quelle période. Alors là, Hein. Frédéric, nous revenons à la pièce. Alors, j'apprends que votre grand-père, Louis Moulin, donc qui avait cette petite imprimerie, jouait au tennis à Thionville. Oui, alors ça, encore une fois, il reste un cousin qui est très âgé, qui est à Thionville. Il m'a toujours dit ça. Il jouait au tennis avec des familles juives à Thionville, donc il aurait tissé des liens avec ces familles, mais ça, vraiment, tout au conditionnel. Hein. J'insiste beaucoup parce que Oui, j'ai oui, ouais, je comprends. absolument. J'ai un témoignage sur le fait qu'il ait fabriqué des faux papiers parce que notre grand-mère nous en avait toujours parlé. Et ils auraient même travaillé avec l'imprimeur résistant André Bollier. Il y a un témoignage personnel dans un livre qui s'appelle La résistance chez les fils de Gutenberg dans la Deuxième Guerre mondiale. Et quand j'ai fait mes recherches, donc j'ai parlé à ce cousin, je vous dis, qui habite à Thionville, et pour lui, c'est clair, il y avait un réseau entre ces familles juives de Thionville et Lyon, et donc l'imprimerie Moulin à Lyon, pour justement la fabrication de faux papiers. Mais je n'ai, voilà, encore une fois, ce ne sont vraiment, il y a de bonnes raisons pour le penser, mais je n'ai absolument aucune preuve. Alors, dans la pièce, justement, euh, on est, on est même un peu offusqué de voir tous ces rapports datés qu'a reçu Léopold. Enfin, Léopold, Oui. sa femme et la famille, ils étaient vraiment acculés au mur. Alors ça, c'est quelque Mais chose que j'ai découvert. un rapport lui a permis de ne pas être envoyé à Grenoble. C'est ça, un certificat médical. On a sans doute estimé que, je le dis dans la pièce, que son état de santé. Alors, c'était vrai ou c'était pas vrai. Bon, c'est vrai qu'il avait aussi des problèmes d'urologie apparemment, mais je suis pas sûr. Je pense, mais encore une fois là, on est dans l'hypothèse. Je pense que ce certificat lui a permis d'échapper à une assignation à résidence à Grenoble, sachant très bien que c'est le préfet Angéli qui avait décidé de, je le cite, désengorger Lyon parce qu'il estimait qu'il y avait trop de juifs à Lyon. Donc, il disperse tous les juifs de Lyon dans les départements limitrophes, dont l'Isère. Et à partir de l'Isère, on les envoyait, et ça c'est connu, dans des camps de transit pour ensuite aller à Drancy, et on connaît la suite. Mais Et, à ce moment-là, Frédéric, la femme de Léopold, Hertha, qui elle était malade, était encore vivante. Rosa. Rosa, pardon. Est-ce que c'était pas lié à l'état de santé de Rosa? Non, c'était plus Non, tard parce que non, on est en 42 là, c'est au début des rafles. d'accord. Donc effectivement, on a de bonnes chances là aussi de penser. Il existe très très peu de choses hein, sur les médecins, en particulier sur les médecins lyonnais. Après, j'ai appris que ces deux corporations, que ce soit les imprimeries ou les médecins, bon, ils sont connus pour leur discrétion aussi. Et c'est vrai que personne n'a fait valoir une action de ce type. Si on sait qu'il y a dans le camp de Vénissieux, en zone sud, pour la rafle d'août 42 en zone sud, il y a des médecins qui sont intervenus, mais c'est très très peu. Et on a très peu de traces là-dessus. Donc, la conclusion,
encore une fois, hypothétique, peut nous faire dire que ce certificat a permis à Léopold de ne pas aller à Grenoble. Alors, en dehors de ce certificat, il y a aussi des certificats de loyauté qui lui ont été remis. Oui, alors ça, c'est des certificats, il y en a beaucoup. C'était des personnes, c'était aussi, il y avait le rabbin de Lyon, il y avait des personnalités de la communauté juive qui prouvaient voilà, que Léopold et sa femme ne seraient jamais à la charge de la France. Voilà. Donc c'était important pour qu'il puisse obtenir toujours son permis de séjour qu'il devait demander tous les 3 mois. Et ça, c'est intéressant parce qu'il l'a toujours obtenu. C'est-à-dire même après le statut des Juifs, même s'il était en zone sud, euh, et le statut des Juifs existait aussi en zone sud de toute façon. Évidemment, il n'y avait pas l'étoile jaune en zone sud, Oui. mais ce que je veux dire, c'est que on voit très bien la personnalité de Léopold et c'est vraiment ce qui m'a touché. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaissait, je le dis dans la pièce aussi, qu'il connaissait la machine en place. Il savait comment faire face à cette froide pensée et il est toujours resté dans les règles. Donc, il a toujours rempli, il s'est pas caché, alors que déjà, il savait ce qui allait se passer, puisqu'il venait d'Autriche, à mon avis, ils ont connu la nuit de cristal en Autriche, qui a été une des plus violentes. C'est tous les pogroms, à mon avis, il était au courant, forcément. Donc, il a dû sentir ça en France après la déclaration de la guerre, mais il est resté toujours en règle. Et ça m'a interpellé parce que il aurait pu. Ah bon, après, il a choisi évidemment des stratégies d'évitement, comme on dit. Et il a trouvé cette filière pour partir en Suisse. Mais jusqu'au dernier moment, il a eu son permis de séjour. Mais alors, justement, dans la pièce, ce sont des moments très forts. Quand on le voit, il était très débrouillard. Quand il arrive à passer à Annemasse pour pouvoir passer en Suisse, à l'époque, ça ne devait pas être évident. Alors, alors là, une chance de la vie, je pense, parce que, en fait, quand ils sont C'est ce sortis que du je me bureau, suis dit aussi, hein. parce que Robert me l'a expliqué aussi, parce que j'avais une notice biographique de Ruth Fivas Silberman que je salue, qui m'a beaucoup aidé, qui a travaillé pendant 19 ans sur les réfugiés en Suisse. Qui m'a beaucoup aidé parce que dans sa thèse, justement, j'ai trouvé la notice biographique, une partie de la notice biographique de Léopold. Et on avait des doutes parce que c'est vrai que dans sa notice, elle disait qu'ils ont profité d'une absence du gendarme. Et Robert m'a raconté, ses parents lui ont raconté, qu'en fait, tu me dis si je me trompe, Robert, Oui, il y avait, le gendarme reçoit un coup de téléphone et il demande à la famille Morgenstern-Singer de sortir parce qu'ils comprenaient le français, d'après ce que j'ai compris. Et ils sont sortis dans le couloir et tout était libre. C'est-à-dire qu'ils ont pu s'échapper, ils sont passés par un jardin, je ne sais plus exactement, mais et tout a été libre. le couloir donnait directement sur la rue. Sur la rue, voilà. Ouais. Et en revanche, il y avait une autre dame avec eux qui n'est pas sortie du bureau parce qu'elle n'a pas compris ce qu'on lui disait en français. Et elle, malheureusement, a été envoyée dans un camp. Hein. Terrible. Vous savez, en hébreu, on dit Ezemazal. Quel bonheur. Ils ont eu Oui. cette chance de pouvoir. Ah oui, c'était. Après, C'était ils ont eu des vraiment le moment complications. M, le moment M. Après, il y a eu des Robert, complications pour le passage de la traversée du lac. Hein. c'est sûr. Ouais. Et Robert, je voulais vous demander, est-ce que vous, dans la famille, vous aviez entendu parler de documents de Léopold ou est-ce qu'il vous est resté quand même quelques lettres ou quelques cartes de Léopold et de Rosa? De cette époque, j'avais jamais entendu de mes parents quelque chose, qu'ils avaient des documents ou qu'ils avaient vu quelque chose. Naturellement, j'étais encore à cet âge-là, j'étais petit, je n'avais pas, disons, cette demande de savoir tout, Bien comme sûr. mes parents. Mais mes parents étaient sûrement au courant puisqu'ils étaient toujours en contact avec Léopold. Parce que, si vous voulez, j'en conclus que ce qu'on apprend au début de la pièce, Léopold a tout fait pour ne pas être chargé Mhm. de planquer, quelque sorte, tous ces documents. Ouais. D'accord? Au petit bonheur, la chance. Alors, justement, je reviens à vous, Frédéric, parce qu'il y a deux temps dans la pièce. Au début, vous êtes, vous vous interrogez en disant à Sabine, mais non, dans quoi tu vas te lancer? Et puis, brutalement, à la 18e minute de la pièce, hop, vous basculez.
vous basculez suite à un mot de Sabine, la petite Euh, fille. ah oui, la petite fille, bien sûr, oui, oui, parce qu'on savait pas, on ne savait pas qu'il y avait une petite fille. Parce qu'on se disait bien que bah, Léopold et les parents étaient décédés aujourd'hui, voilà, on connaissait les dates de naissance, mais sachant qu'il y a cette petite fille née en 1940, on s'est dit, elle est peut-être encore vivante, donc on a des chances. Et dans un troisième temps, après, on apprend qu'il y a aussi un Robert Singer, c'est-à-dire le frère de cette petite fille. Alors, en fait, votre pièce, vous la présentez grosso modo comme un puzzle. Une enquête, oui, une enquête. Et on voit Sabine essayer de remettre tout ça en place, de rassembler les pièces, oui. Je salue et j'applaudis l'utilisation du numérique. Quand on voit la projection sur un écran numérique sur le drap, en fait, c'est une étoffe qui est très belle d'ailleurs, même éteinte, pas éclairée, elle est très belle parce que c'est très épuré comme décor. Vous l'avez voulu et c'est très bien. Ça rend l'atmosphère de l'époque et le sujet de la pièce. Et maintenant, je reviens à vous, Robert. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez vu la pièce? Parce que je suis sûre que Frédéric vous l'a fait voir le plus vite possible. Ben, j'étais plus que ému quand j'ai vu la pièce, quand j'ai vu surtout les photos qui étaient présentées, mon grand-père, ma grand-mère, mon père, ma mère, ma sœur. Et j'ai pas de mots pour ça, vous savez, ça touche très, très profondément. Et c'est difficile à dire, à expliquer en français. Mais Vous parlez j'étais, peut-être hébreu, non? non, non, Non. non. Allemand, je suis désolée, je suis Ah d'occasion oui, pour. oui. Euh, ça fait déjà 60 ans que je suis parti de la France, que je parle plus le français couramment, hein. Mais, Écoutez, vous vous débrouillez très mais- bien parce que je peux vous assurer, Robert, je vous ai suivi dans votre interview à vous et à Frédéric sur I24 et c'est comme ça que j'ai découvert surtout Robert parce que Frédéric, j'en avais eu déjà les coordonnées. Vous vous débrouillez très très bien et si je pouvais parler allemand le 10e de ce que vous dites en français, ce serait génial. le problème qu'il y a, c'est quand on est jeune, hein, je suis resté jusqu'à 17 ans à Nice avec mes parents et après ils sont partis pour l'Autriche. Et, quand on a 17 ans, on n'a pas encore ces expressions qui sont nécessaires dans la vie plus tard. C'est Vous vrai. parlez pas d'un il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas abordés quand vous êtes jeune. Et quand je suis arrivé après en Autriche, je parlais pas l'allemand, je comprenais mes parents, mais j'arrivais pas à me faire comprendre. C'était un temps très, très dur pour moi. Parce que je suis parti de Nice où il y avait le soleil, je suis arrivé dans un froid terrible en 1962-63, il est moins 33 degrés à Vienne, hein. Le Danube était gelé, c'était un temps très difficile pour moi. Et puis après, j'ai pris la décision de partir et de laisser tout tomber d'un jour à l'autre. Je suis resté que 4 ans à Vienne, hein. En 1966, j'ai reçu une convocation que je devais porter, de me rendre à Salzbourg pour faire mon service militaire, étant donné que j'étais autrichien. Mais je voulais pas porter une arme pour l'Autriche à tout prix. Et je suis parti pratiquement le même jour. Le soir, j'ai pris le train pour Zurich, et là où j'ai pu vivre avec Léopold pendant un an. Et il m'a accueilli avec les bras ouverts. Et c'est comme ça que je suis parti d'Autriche et je me suis retrouvé en Suisse. Et Est-ce que depuis vous ce pourriez temps-là, nous, est-ce que vous pourriez nous en dire plus dans vos rapports avec Léopold pendant cette année? Est-ce que Léopold, par exemple, vous semblait encore travailler par cette période qui lui a été si difficile? ben, disons que il ne parlait pas beaucoup de cette période-là. Il s'était remarié Mhm. à Zurich et il était naturellement, il avait déjà un certain âge, hein, et malheureusement, un an plus tard, il est décédé à Zurich. Et c'était pour moi très, très difficile parce que j'avais de la famille et j'avais tout perdu pratiquement. C'était une personne adorable, très, très chaude, hein. Euh,
Et je me rappelle quand on allait sur la promenade des Anglais, il me tenait la main comme un père, quoi. Et je sens aujourd'hui encore Cette cette même présence. chose. Mais en fait, Robert, vous avez fait un peu ce qu'a fait Léopold. Léopold a terminé en Suisse et passé en Suisse, ça a été pour vous aussi la liberté, ce qui vous a permis de Oui, ne pas porter les armes quand vous étiez en Autriche. ça c'est correct, mais disons, la période en Autriche, pour moi, elle était très difficile parce que j'arrivais pas trop à comprendre mes parents pourquoi ils sont retournés là-bas. On était dans le sud de la France avec le soleil, les palmes. On avait toute une autre vie qu'en Autriche. Et quand on est arrivé à Vienne, hein, étant donné que en 1962, quand mes parents sont partis, c'était juste après que Vienne a été libérée des Russes, hein. Vienne était partagée aussi en deux comme Berlin, Mhm. et jusqu'en 56. Et toutes les maisons avaient encore des trous de la guerre, des bombes et tout ça. Et c'était très, très touchant de vivre dans que je connaissais pas, je ne connaissais pas cet entourage quand j'étais à Nice. Et surtout quand en étant enfant, disons. Mais Robert, est-ce que vous avez su pourquoi vos parents étaient retournés en Autriche? Je ne connais pas le mot en français exactement, mais c'est une sorte de mal au cœur, si vous voulez, hein. Ils étaient en France, hein. Mal du Ils ont toujours pays, Le mal du pays, peut-être, oui. fait le mal du pays. Et c'était, ils parlaient pas bien le français. Euh, il a été un peu attaqué par des journalistes aussi. Ce qu'il faisait, c'était pas toujours très bien vu, disons, par des journalistes qui ont essayé de faire des sous avec ça. Parce que on n'en a jamais parlé, Léopold, hein. Mon père n'avait pas d'autre possibilité, malgré il avait étudié, il avait fait son doctorat et tout ça. Mais étant donné qu'il connaissait pas le français et puis il était comme réfugié en France, hein, il a dû faire quelque chose. Et son père, le père de mon père, Erwin Singer, euh, il faisait dans son temps des tableaux pour les morts, pour les descendants des morts juifs. Hein, vous savez que le calendrier juif n'est pas le même que celui qu'on utilise ici, c'est-à-dire qu'il y a 13 mois, il y a le 2 janvier, c'est pas toujours le 2 janvier sur l'autre calendrier, et comme ça, les gens qui avaient perdu un proche, hein, ne savaient pas exactement à l'étranger quand fêter Les le, scores. voilà. Et là, il avait créé pratiquement un tableau avec des tables, avec la correspondance, hein. Et il savait exactement en 1952, par exemple, le 2 janvier, c'est un, je sais pas moi, un Bravo, autre parce jour. qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Maintenant, c'est fait par ordinateur, mais à Non, l'époque, ils faisaient les calculs. Parce que je vous rappelle que dans le mois juif, il n'y a jamais 31 jours. Ça s'arrête à 30 non. jours. C'est 29 ou 30. Et le mois est géré par la lune et le soleil, contrairement aux autres grandes religions monothéistes qui sont gérées soit par le soleil, soit par la lune. Et donc, ça modifie tout le calendrier. Et alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il recherchait des adresses, hein, de juifs dont étaient morts, quoi, pour retrouver quels étaient les Les dates, vivants. les dates. Et de faire un tableau et de leur envoyer ce tableau. Et ils vendaient ce tableau à ces gens-là. Mais il exportait ça aussi en Afrique du Sud, et il exportait ça en Amérique du Sud, où il y avait beaucoup de Juifs aussi. Et comme ça, il arrivait assez bien. Assez bien Bravo, kolakavod. Vous savez ce que l'on dit? On dit que dans le judaïsme, on dit que de parler d'un défunt le fait planer et l'aide à ce moment-là à atteindre des niveaux supérieurs. Et je souhaite que son souvenir s'inscrive dans le faisceau des vivants. Je reviens à Frédéric. Frédéric, à la fin de la pièce, on est de nouveau un petit peu interpellé parce que Sabine s'avance en étant sûre. Elle se présente, elle va rechercher sur le terrain les descendants et elle se fait rabrouer. Ne me parlez plus de Louis Moulin.
Oui. J'ai envie de vous dire en hébreu makara, parce qu'en Israël, vous aurez cette phrase. Qu'est-il arrivé? Mais c'est-à-dire que le doute, comme je vous disais tout à l'heure, subsiste. Je ne connais pas le lien entre ma famille et la famille Morgenstern-Singer. Donc, il fallait bien terminer la pièce. Donc, je ne vais pas tout dévoiler pour ceux qui Non, vont non, la non, voir, non, 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 mais non, non, parce que j'invite et j'insiste, si je vous fais passer aujourd'hui à l'antenne, c'est parce que j'espère que nos amis israéliens seront amenés à la voir dans un proche avenir en Israël, et j'invite tout le monde à aller la voir, car vraiment, toutes mes félicitations. La pièce est, alors que c'est un sujet qui est très, très dur, mais la pièce est très bien montée. Vous avez à chaque fois, c'est un peu, Sabine fait un travail d'inspecteur de police, c'est un montage policier. La recherche théorique, puis la recherche sur le terrain, kol hakavod, c'est-à-dire bravo. Et donc, en fait, Frédéric Moulin, je tiens à vous féliciter pour ce travail que vous avez effectué alors que vous n'êtes pas juif. Je vous permettez que je le rappelle à l'antenne, pour oui. vous dire que vous avez fait un énorme travail dans le cadre du travail de mémoire, justement. Et je pense que Robert doit être très, très content d'avoir quelque part en vous un petit frère par personne interposée. C'est correct, c'est correct. C'est ce que je sens à vous entendre parler l'un et l'autre. Il Non, y a mais comme c'est ça vrai, des rencontres. ce qui est Pardon? touchant, effectivement, ce qui est touchant, effectivement, c'est on est dans le même rapport, c'est-à-dire je suis un petit-fils et c'est un petit-fils aussi. Tout à Donc ça, fait, c'est vrai tout que à fait. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci Robert Singer, petit-fils de Léopold Morgenstern. Merci Frédéric Moulin, merci à vous. petit-fils de Louis Moulin. Allez voir cette pièce à rendre à Monsieur Morgenstern en cas de demande. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.